Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine d'une pétition pour sauver Sakineh, près de 150 000 signataires déjà. Est-ce que déjà, vous croyez qu'elle peut être sauvée aujourd'hui? Ah oui, je le pense absolument. Je le pense absolument. Vous savez, c'est un leitmotiv de dire que les régimes totalitaires ne reculent jamais, qu'ils sont sourds et autistes. C'est pas vrai. Quand on regarde l'histoire, les régimes totalitaires reculent toujours quand ils sentent une force et une résistance qui s'opposent à eux. Même Hitler, au moment de l'incendie du Reichstag et du procès Dimitrov, a reculé. Même Staline, quand il y a eu la campagne internationale pour la libération de Victor Serge, a laissé partir Victor Serge. Les Brejneviens, dans les années 70 et 80, ils laissaient partir les dissidents quand on se mobilisait. Donc c'est une légende que de dire que les régimes autoritaires sont crispés et plus on se mobilise contre eux, plus ils se referment. C'est l'inverse. Ils cèdent du terrain quand ils sentent une opposition. Vous parlez d'une mobilisation importante. Cette pétition réunit de nombreux anonymes. Il y a aussi des gens célèbres, il y a des responsables politiques. Au fond, qui voudriez-vous convaincre encore aujourd'hui? Quelle voie supplémentaire faut-il pour sauver Sakineh? C'est pas des voix en particulier, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. On est 150 000, il faudrait qu'on soit 200 000, il faudrait qu'on soit 300 000. Et puis, il faudrait aussi, et c'est la raison pour laquelle la présence de notre ami ici, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui est sur notre plateau ce soir, est tellement importante. C'est que ce qui est très important, c'est que des voix musulmanes aussi s'élèvent pour dire: vous vous apprêtez à lapider une femme, ce qui est un crime, mais il y a aussi un crime contre l'esprit, c'est que vous prétendez faire ça au nom du Coran. Messieurs les lapideurs iraniens, vous êtes des escrocs. La lapidation n'a jamais été écrite nulle part dans aucun livre sacré de l'islam. Donc ce qui est très important, là je réponds à votre question, les voix qui manquent, c'est des voix comme celle de M. Chalgoumi, qui sont des voix héroïques, parce que lui prend un risque terrible en le disant, un risque personnel. Eh bien, je crois en effet que c'est ça le plus important. Si des voix en France et ailleurs, dans des pays musulmans, s'élevaient pour dire: vous êtes en train de caricaturer l'islam, vous donnez une image de notre religion qui est une image honteuse et qui ne lui ressemble pas, ça peut-être ça contribuerait à faire réfléchir les Iraniens. Un mot à Hassan Chalgoumi, vous avez signé cette pétition? Oui, tout à fait, je l'ai signé et je suis pour condamner cette barbarie et châtiment. Il ne faut pas oublier que le régime iranien, quand même, c'est un régime, c'est un danger, qui a fait la guerre souvent en Arabie Saoudite aux femmes, aux Arabes, qui autorise certains mariages qui profitent vraiment des femmes. Il s'appelle le mariage joyeux, le mariage de profiter des femmes, catastrophique. Et c'est un régime qui pose vraiment un danger mondial par rapport au Golfe, au Proche-Orient. Alors Bernard-Henri Lévy, revenons au cas de Sakineh. Qu'est-ce que vous demandez précisément? Est-ce que vous demandez qu'on modifie sa peine ou est-ce que vous demandez qu'on la libère? Je demande qu'on la libère. Pourquoi? Vous êtes sûr de son innocence aujourd'hui? Attendez, elle est accusée de 2 crimes. Un premier crime qui n'en est pas un, et ça il faut quand même le dire, et l'immense majorité de la population iranienne est d'accord là-dessus, c'est l'adultère. Voilà. L'adultère, attendez, c'est pas un crime. L'adultère, ça ne mérite pas la prison. Et ça mérite encore moins la peine de mort et encore moins la lapidation. Premier crime. Puis elle est accusée d'un deuxième crime, qui est d'avoir participé à l'assassinat de son mari. Et ça, la justice iranienne elle-même, il y a 3 ans, a conclu qu'elle était innocente. La justice iranienne elle-même. Je ne parle pas du fils de la victime, du monsieur qui a été assassiné, Sajjad, qui est son fils aussi, et pour qui cette histoire de culpabilité dans le meurtre du mari est une pure construction intellectuelle. Donc, elle est juste innocente. Elle ne paye qu'un crime, c'est le crime d'être femme dans un pays où être femme est synonyme de péché et d'impureté. Donc, elle doit être libérée. Je précise que des internautes sont en train de s'exprimer sur ce cas. Donc, leurs réactions vont défiler là tout en bas de l'écran. Bernard-Henri Lévy, Sakineh, c'est un cas tragique, tout le monde est d'accord, il est connu, mais pourquoi on ne fait pas autant pour tous les autres? Et j'allais même dire ceux qui attendent dans le couloir de la mort aux États-Unis, une exécution aujourd'hui sur la chaise électrique. Et il y a un cas particulier dont a parlé aujourd'hui le président iranien. Moi je crois qu'il faut être capable de compter jusqu'à 2. Il faut être capable de lutter, de s'opposer à cette horreur absolue qu'est la lapidation. Ça a été décrit par votre journaliste tout à l'heure, enterré jusqu'à mi-corps, le visage bombardé de pierres jusqu'à ce qu'il soit transformé en une bouillie sanglante.
on peut être capable de lutter contre ça et de lutter contre la peine de mort aux États-Unis, dont il est évident qu'elle est indigne de la démocratie américaine. Certains disent qu'on vous entend plus sur ce cas que sur un autre aux États-Unis. Certains disent ce sont ça veut dire que c'est pas un défaut, qu'ils m'ont pas assez lu. J'ai écrit un livre entier, je ne vais pas faire sa publicité ici, sur l'Amérique, dont un des thèmes était justement que l'état des prisons américaines et la peine de mort aux États-Unis, le système judiciaire était indigne de cette grande démocratie. Alors qu'on ne vienne pas nous chercher là-dessus. Tout ça, c'est des bêtises pour semer le trouble et pour semer la confusion. Ahmadinejad sait très bien qu'on applique dans son pays des peines barbares qui ne devraient pas exister au XXIe siècle. Et on ne lui demande pas de faire du confusionnisme, on lui demande de gracier Sakineh. Puisque vous parlez de lui, je vous pose la question directement. Est-ce qu'à travers le cas de Sakineh, vous ne menez pas, avec d'autres, un combat contre le régime d'Ahmadinejad? Et on sait que son régime, c'est un ennemi déclaré d'Israël. Attendez, son régime, c'est un ennemi déclaré d'abord du peuple iranien, premièrement, du peuple iranien. Que je sache, ils étaient une majorité à défiler dans les rues de Téhéran, de Tabriz et d'ailleurs pour dire qu'ils ne voulaient pas de ce président-là. Ça, c'est l'ennemi principal d'Ahmadinejad. Ennemi de l'immense majorité des pays arabes qui ne veulent pas de cette espèce de projet de califat et d'hégémonie idéologique et politique dont il se prévaut. Et puis, avec cette histoire d'armement nucléaire, c'est l'ennemi du monde. Israël, c'est le dernier problème. Hein. C'est ça les vrais ennemis d'Ahmadinejad. Mais de toute façon, je ne veux même pas entrer là-dedans. Pour moi, et à la règle du jeu.org qui a lancé cette pétition, il y a un but, ou plutôt il y en a deux. Premièrement, sauver Sakineh. Et deuxièmement, si on sauve Sakineh, sauver les autres femmes qui attendent aujourd'hui dans les couloirs de la mort des prisons iraniennes pour les femmes lapidées. C'est ça le but. Bernard-Henri Lévy, quand est-ce qu'on sera fixé sur son sort? C'est une question difficile. Est-ce que vous avez des informations aujourd'hui sur elle, sur son état? Non, on n'a pas d'informations sur son état car elle est au secret depuis maintenant plusieurs semaines, dans un cachot à Tabriz, sans le moindre contact avec le monde extérieur et avec ses enfants. Ce qu'on sait par contre, et ça c'est vrai que ça me fait plaisir, c'est que le pouvoir iranien a commencé à reculer. Il a commencé à reculer il y a 10 jours en annonçant la suspension, avant la fin du Ramadan, en annonçant la suspension de l'exécution. Il a reculé hier et aujourd'hui quand Ahmadinejad a dit, ces mots ont quand même traversé ses lèvres, qu'il était opposé à la lapidation. Il l'a dit à un grand journaliste américain, Charlie Rose, tout à l'heure. Donc tout ça, ça veut dire qu'il a des reculs. Ça veut dire que la mobilisation paye. Et que même chez des fanatiques comme Ahmadinejad et Khamenei, il reste, et heureusement, c'est ça l'humanité, il reste une parcelle de compassion ou d'intelligence stratégique, peu importe, qui fait qu'ils sont en train peut-être d'entendre raison. Donc ils ont commencé à reculer. Et ça, c'est bravo aux 150 000 personnes en France qui ont signé, aux 300 000 personnes aux États-Unis qui ont signé la pétition américaine, à cette mobilisation mondiale. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je vais rappeler, c'est pas la première cause, hein, évidemment, que vous défendez. Il y a ce livre de l'essayiste Alain Minc, qu'on veut bien vous croire. Hein. Il en parle dans son livre consacré aux intellectuels. Voilà ce qu'il dit de vous. Vous allez nous dire si c'est vrai. Pour BHL, il n'y a pas de cause philosophique d'un côté, politique, voire stratégique de l'autre, il n'existe que de bonnes causes. C'est le cas? Ah oui. Et la cause de Sakineh, je peux vous dire, vous la prenez dans le sens que vous voulez, cette femme est une innocente en tous les sens du terme. Et le spectacle de cette innocence bafouée, c'est vrai que le matin en me réveillant et le soir en me couchant, ça me rend malade. Et je ne me sentirai tranquille et en repos que lorsque nous aurons tous ensemble obtenu sa libération. Justement, on va en parler avec Hassen Chalgoumi de ce sujet et d'autres. Il est avec nous, c'est l'imam à Drancy. Je vais rappeler d'abord ce sondage du Figaro, c'est notre partenaire dans le 22h. On a posé la question sur Sakineh. La mobilisation internationale peut-elle lui sauver la vie? Ça va vous faire plaisir, Bernard-Henri Lévy. Eh bien oui, à 49% des internautes qui ont voté et non à 37%. Donc les gens pensent que la mobilisation sert et on le voit avec cette suspension de sa lapidation aujourd'hui. Hassen Chalgoumi, un mot encore sur Sakineh. Vous avez signé la pétition tout de suite, sans vous... Comme il vient de le dire, il n'y a pas que elle seulement, elle subit. Moi j'ai fait un passage dans mon livre, j'ai parlé des rangs. Qu'est-ce que subissent ces femmes-là? Surtout avec ce fameux mariage qu'ils abusent des femmes, avec les ayatollahs, ces hommes qui prenaient des fatwas contre ces femmes, des barbaries énormes. Ça aussi, le Golfe entier, ils souffrent.
Parce que ce contagieux phénomène, un crime contre les femmes, elle est maintenant dans certains pays comme le Bahreïn, le Koweït, au Liban, et comment ça, enfin quand même l'acte qu'on est en train de le faire actuellement, c'est pour libérer ces femmes et libérer ce régime aussi. D'ailleurs, vous parlez aussi beaucoup dans votre livre de la dignité et de la liberté de la femme. C'est l'un de vos combats aujourd'hui? Absolument, c'est le plus important. L'une des positions que je l'ai pris contre la burqa, pour la loi, premièrement pour la dignité de la femme. Elle donne une image très sombre de l'islam. Je ne crois pas que l'islam, le but de l'islam, ce livre de lumière, d'écarter la femme, d'isoler, aussi écarter ses enfants. Je trouve que l'une des priorités les plus importantes qu'il fixe ces fanatiques politiques comme le régime iranien ou des fanatiques religieux comme l'idéologie des frères musulmans ou certains, ils visent surtout sur la femme et les juifs. Les deux sujets qui le sont cibles, qu'ils essaient de cultiver d'une manière avec leur haine. Hassan Chalgoumi, vous avez peut-être remarqué au Sénat, quand il y a eu ce projet de loi contre la burqa, ça n'a pas suscité beaucoup de débats quand il a été adopté. Est-ce que c'est un bon signe? S'il n'y a pas de débat, c'est que c'est finalement admis qu'il faut interdire ce voile intégral? Tout à fait, c'est la majorité qui ne souhaite pas leur femme, d'avoir une fille isolée quand même. Le bonheur de réussir de leur fille, ils savent très très bien que la majorité, plus que 90% de nos citoyens de confession musulmane, que c'est une chose étrangère à l'islam. Et deuxième chose, c'est pas leur priorité. La priorité de nos citoyennes, l'accès aux universités, l'accès au travail, l'accès tout ça, c'est ça le vrai souci, le vrai travail. On vous écoute, on peut être que d'accord avec vous. Pourquoi on dit, certains disent que vous êtes l'imam du rapprochement, pourquoi pour d'autres, eh bien, vous êtes décrié au sein même de votre propre comité? Vous passez même pour un imam provocateur. Pourquoi? Malheureusement, je dérange, bien sûr, je dérange les fanatiques, je dérange une ingérence étrangère. Un islam de France, j'ai parlé, c'est un islam concerné aux citoyens. Malheureusement, la majorité des lieux de prière sont gérés par des affaires étrangères. Je ne trouve pas que la laïcité, c'est un prétexte de brader la souveraineté d'État et la française et se traiter l'islam de France au gouvernement étranger ou aux sectes. Et c'est nous qu'on souffre. Les lieux de prière sont en concurrence énorme pour gérer par des ambassades, des imams qui sont formés à l'étranger. Pourquoi on ne forme pas nos propres imams à nous et de mettre nos défis, nos soucis en priorité, de mettre toutes ces structures pour protéger nos jeunes? Il y a un passage intéressant dans votre livre, beaucoup, celui-ci que j'ai retenu. Ceux qui veulent faire la guerre en utilisant nos enfants ne sont pas les bienvenus en France. Ceux qui veulent commettre des crimes au nom de l'islam ne sont pas les bienvenus en France. Ceux qui viennent au Bourget comme s'ils revenaient à Poitiers ne sont pas les bienvenus en France. Ceux qui viennent promettre le califat européen ou prédire la conquête de l'Europe ne sont pas les bienvenus en France. Mais qui seraient les bienvenus en France? Les citoyens, la majorité des citoyens, qui ont cet esprit d'islam, de mieux vivre ensemble, l'harmonie, le respect. L'islam de France, c'est pas habité en France, habité par la France. Et deuxième chose, les choses les plus importantes pour moi, cet islam qu'ont besoin. Je suis un citoyen d'une ville de Drancy, à cette ville de déportation, absolument, humainement, autant que citoyen que je respecte cette histoire. J'étais contre 2006, j'ai fait un appel de respecter l'histoire du peuple juif. Ils ont saccagé ma maison 2 jours après. On a des fanatiques. Il ne faut pas qu'on cache la face, il faut être aveugle quand même. La montée de l'islam radical en France, l'intégrisme aussi, deuxième côté, la montée du racisme. Ces deux choses-là, ils sont limites. Et vous rappelez qu'il y a des fanatiques de tous les côtés. Bernard-Henri Lévy, pour conclure, sur tout ce qu'a dit l'imam. Écoutez, pour conclure, l'imam Chalgoumi, pour moi, c'est l'honneur de l'islam aujourd'hui. C'est l'honneur de l'islam, mais il parle la parole la plus proche des livres saints qu'il inspire. Le Coran, c'est ça. Le Coran, c'est une religion de tolérance et de paix. C'est pas une religion qui prêche l'enfermement des femmes, qui prêche leur séparation de la société et qui prêche leur lapidation. C'est lui qui en a la vérité. Et c'est lui qui surtout exprime, alors ça j'en suis convaincu, la presse le présente comme un imam de sécession ou de fitna, comme on dit en islam. C'est l'inverse. Il représente l'immense majorité des musulmans de France. Moi, je les connais à travers SOS Racisme. Je milite au coude à coude avec eux. Les musulmans de France, c'est avec lui qui sont d'accord. Et c'est par lui qu'ils se sont exprimés. Messieurs, merci. Puis merci pour d'être venus.